Et ce qui s'est passé avec le Covid, en fait, ça a un peu redistribué les cartes, où les gens, ils ont été obligés de repenser la manière de travailler au sein d'une organisation. J'ai toujours trouvé ça un peu infantilisant, de devoir montrer qu'on travaille dans un bureau, d'être là, d'être contraint indépendamment de ses pics de performance. Moi, par exemple, je suis pas très productif le matin, et ben en fait, je vais travailler de 18h à 21h les jours où j'ai rien le soir, plutôt que de faire semblant d'être en bureau et de travailler pas efficacement. Donc, tu as créé Tyledon l'année dernière. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus du coup sur ton activité? Oui, bien sûr. Et aujourd'hui, Tailwarden, notre mission, c'est de simplifier l'accès à la gestion des infrastructures techniques sur les différents cloud providers. Ok. Et tu as choisi du coup de lancer cette société en juin dernier avec un modèle native remote. Tout à fait. Pourquoi? Pourquoi? Alors, je ne sais pas si à l'époque c'était aussi structuré et clair qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y avait des premières raisons pour lesquelles on l'a fait, c'est que pour le recrutement c'est plus simple. Et qu'en fait, Mohamed et moi, on n'avait pas envie de prendre un bureau. On était chacun, on travaillait chez soi. Et en fait, on s'est dit, bah, ça va être compliqué de recruter. Recrutons en ouvrant le plus de portes possible et on va recruter là où les bons profils sont. On avait mis une seule contrainte, qui était, il fallait que ce soit dans une time zone similaire à celle de la France, donc plus ou moins 2 ou plus ou moins 1 heure. Mais au fond, je pense que ça va très bien avec Mohamed et moi. Je pense qu'on a une vision sur la manière de travailler qui est basée sur la confiance et la flexibilité. J'ai toujours trouvé ça un peu infantilisant de devoir montrer qu'on travaille dans un bureau, d'être là, d'être contraint indépendamment de ses pics de performance, de ses contraintes personnelles, de devoir travailler dans un bureau. Et je pense que c'était pareil pour Mohamed. En fait, donc, notre vision du remote, c'est vraiment quelque chose qui va être basé sur la transparence et la flexibilité. Et c'est extrêmement pertinent avec en fait, la genèse de notre société qui est sur l'open source. L'open source, c'est des gens dans le monde entier qui travaillent ensemble sur un projet en fonction de quand ils peuvent. Et on ne va pas forcer, on a des contributeurs en Indonésie, aux États-Unis, en Inde, évidemment, on ne va pas les forcer de venir dans un bureau à Paris et de les forcer de travailler à tel et tel moment. Donc en fait, la genèse de notre projet qui est open source, c'était du remote. Et donc je pense qu'assez naturellement, on a continué dans ce modèle-là et aujourd'hui, ça nous convient totalement. Et en termes du coup de structuration et notamment de la culture d'entreprise que tu as voulu mettre en place, autant en termes de valeurs qu'en termes de vision de manière générale, comment tu t'y es pris et quelles sont-elles, ces valeurs? Donc du coup, sur la construction des valeurs, évidemment, Mohamed et moi, on avait une certaine vision et on voulait pousser certaines choses. Mais en fait, on a fait un process collectif. Ça a pris 4 mois, mais c'est un peu de ma faute parce qu'à la fin, j'arrivais pas à passer assez de temps dessus. Et en fait, c'était en décembre, donc ça faisait à peu près 5-6 mois qu'on commençait à travailler, mais déjà, on venait juste d'arriver. Et en fait, on a fait une session de 2 heures où tout le monde, en distance, où tout le monde disait, moi, mes valeurs, c'est ça. Moi, c'est ça qui est important pour moi, c'est ça qui est important pour moi. Alors, on a bien sûr rappelé aux gens que l'objectif des valeurs, c'est pas uniquement pour le succès de la personne, c'est pour le succès de la personne et de la société. Donc, on a un peu forcé les gens à se dire, non, c'est pas uniquement moi, comment j'ai envie de travailler, c'est aussi quelles sont les conditions pour que la société réussisse. Et donc, du coup, tout le monde a partagé ses valeurs. Après, on a fait un travail j'ai tout regroupé ensemble. J'ai fait une proposition en me disant, bah moi, pour moi, basé sur notre discussion, voici l'ensemble des valeurs pour la société. On a refait une discussion, etc. Ça a pris pas mal de temps, jusqu'à qu'on arrive à quelque chose où on était tous d'accord. Ok. C'est comme ça qu'on les a mis en place. Et donc c'est vachement. Et donc on a fait aussi de l'insynchrone là-dedans, parce que c'est aussi important dans les modes. Où en fait, par exemple, moi quand j'avais repris le travail de tout, enfin les inputs de tout le monde pendant la réunion ensemble, le travail que j'ai fait de grouper dans certains éléments, en nommant certaines valeurs et en prenant des décisions, j'estime que par exemple la flexibilité c'est pas une valeur, c'est plutôt une conséquence de la confiance. Et ben en fait j'ai fait une vidéo, je me suis enregistré et j'ai partagé ça à l'équipe qui a regardé la vidéo et qui m'a fait des retours ensuite directement sur Slack. Donc on n'a pas mis de réunion et on a fait comme ça pendant 4 mois un processus itératif en asynchrone. Ok, c'est hyper intéressant. Et peux-tu me parler de l'ensemble des valeurs de Tyledon? Alors, nos valeurs, on en a 6. On a essayé de pas en mettre trop, parce qu'en fait, quand il y a trop de valeurs, c'est difficile de les suivre. Donc, on en a 6. La première, c'est que, je ne me rappelle plus exactement le wording pour être honnête, mais c'est We Care. Donc, c'est dire qu'en réalité, en fait, une organisation, c'est pas uniquement à propos de vendre des produits et de gagner de l'argent. En fait, c'est une histoire collective. Et en fait, il faut s'assurer que tout le monde soit épanoui au sein de la société. Donc, on a évidemment une valeur sur ce point. On a aussi une autre valeur qui est le collective success, donc le succès collectif. On essaye d'avoir une hiérarchie qui est relativement plate. Je ne suis pas contre les hiérarchies. Je pense qu'à un moment, il y a des désaccords et il faut une chaîne de responsabilité. Donc il y a toujours une sorte de hiérarchie, mais j'estime que c'est toujours très important d'avoir un espace de discussion
Et il n'y a pas de hiérarchie dans cet espace de discussion. Et c'est juste si on n'arrive pas à se mettre d'accord, alors la hiérarchie peut rentrer en place et prendre des décisions. On a groupé la confiance et la transparence, parce que pour nous c'est ensemble, donc c'est trust and transparency. Ensuite on a une valeur sur, alors le hyper important, user-centric. À la fin, on est une société qui est basée sur un produit. Et donc du coup, si nos utilisateurs ne sont pas contents avec notre produit, ça ne va pas marcher. Donc en fait, c'est hyper important qu'on mette dans notre valeur que vraiment, il faut qu'on ait le retour de nos utilisateurs. Il y a une dernière valeur qui est le builder's mindset, qui est en fait de dire on n'est pas là pour construire quelque chose qui va durer 2 semaines, on est là pour construire une société qui va perdurer. Et donc en fait, il faut qu'on ait... Et ça, c'est quelque chose qu'on a vachement au début d'une organisation dans une startup, c'est qu'on a toujours un dilemme entre faire quelque chose qui va potentiellement fonctionner pendant 2 semaines, mais je vais le faire en 10 minutes, et prendre du temps, prendre 2 semaines pour faire quelque chose qui va fonctionner pendant 1 an. Il y a un risque qui est de passer parfois trop de temps pour faire quelque chose qui en réalité ne va pas suffire ou ne va pas fonctionner. Et du coup, il faut trouver un équilibre un peu entre les deux, mais je pense que de manière assez naturelle, les startups vont toujours aller sur le plus rapide, le plus efficace. Et en fait, on a voulu mettre ça dans la valeur pour se dire non, mais parfois on doit prendre un petit peu de recul sur ce qu'on est en train de faire et se poser la question, ok, est-ce que je fais ça parce qu'il y a un utilisateur qui m'a dit il faut le faire et je le fais tout de suite, ou parce que je pense que c'est quelque chose dont on va avoir besoin pendant au moins 1 an. Et il y a aussi une valeur du coup sur le feedback. Un des problèmes, c'est un des avantages d'être dans un bureau avec quelqu'un, c'est que s'il y a un petit souci, en fait on va le percevoir beaucoup plus finement. Et en fait, c'est avec quelqu'un, si par exemple il est frustré parce qu'on lui a demandé de faire quelque chose ou pour une raison X ou Y, en fait on va le sentir dans la voix, on va le sentir dans le comportement et c'est une chose assez naturelle. Quand on est derrière un ordinateur, parfois on peut le percevoir mais parfois non. Et en fait c'est hyper important du coup d'avoir des process hyper forts sur le feedback pour que tout le monde au sein de Telwarden sente qu'il y a un espace où s'il y a une frustration, ils peuvent le faire et ils peuvent le partager parce que sinon cette frustration ça va devenir un problème et quand c'est un problème c'est trop tard. Et donc on a aussi mis dans nos valeurs d'avoir ce feedback. Il faut que ce soit, ça c'est je pense pour toutes les sociétés remote c'est indispensable. Et quand tu parles justement du coup de process que tu as mis en place et qui permettent notamment du coup d'incarner les valeurs que tu viens de citer, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Donc en fait on a des rituels qui sont hebdomadaires et qui vont être surtout des rituels un petit peu pro, je vais appeler ça. On a en gros le lundi matin par équipe, on revoit les objectifs de la semaine et les tickets de la semaine. Ça c'est par équipe. Le vendredi après-midi, pour le coup, c'est toute l'organisation ensemble. En fait, on revoit ce qui a été fait dans la semaine et on appelle ça le demo time. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est de mettre en avant ce qui a été fait et de le montrer pour que vraiment il y ait quelque chose de tangible et de concret. Donc ça marche évidemment très bien pour l'équipe tech, produit design, parce que c'est l'output, c'est genre le site internet ou les wireframes pour l'équipe design. Mais en fait, on va aussi faire en sorte que, par exemple, moi qui vais aujourd'hui travailler plutôt sur des sujets proche sales, je vais mettre en avant, voici les personnes que j'ai contactées, voici avec qui j'ai parlé, etc. L'objectif, c'est vraiment de montrer ce qu'on a fait. Et ensuite, on enchaîne avec une compagnie rétrospective. L'objectif, c'est de se dire qu'est-ce qui a bien fonctionné dans la semaine, qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné. Ça, on est en train de le revoir. Peut-être que la semaine, c'est un petit peu trop fréquent et peut-être qu'on va faire plus. Mais ça, c'est déjà un peu les rituels pro qu'on a dans la semaine. Après, on a tous les mercredis matins un random coffee, qui est juste, en fait, où on se met une demi-heure ensemble. Mais c'est pas pour parler pro, c'est pour parler perso. Donc ça va être les rituels qui sont au niveau de la société à la semaine. Après, on a des rituels qui vont être au mois. On a un format de podcast en interne qu'on a appelé Ask Me Anything. En fait, c'est quelqu'un qui est tiré au sort dans la société et tous les autres lui posent des questions. Et ça, on le fait par exemple quand quelqu'un arrive dans l'organisation, la semaine où la personne arrive, on va organiser ça et c'est la personne qui est interviewée. Et c'est une manière de créer du lien et de connaître, parce que c'est plus facile d'avoir du lien quand on sait que la personne, par exemple, elle aime bien, je sais pas, voyager ou elle aime bien la photo. Et en fait, ce Ask Me Anything, c'est une manière de découvrir la personne pour qu'ensuite il y ait des accroches un peu entre les individus. Comme rituel, on utilise Donut. Bon, c'est sur Slack, c'est juste, ça va créer des cafés aléatoires entre 2 personnes toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je crois. On utilise ça. Je crois que ça, c'est un petit peu les rituels communs à tout le monde. Après, on exige de la part de tout le monde d'avoir un feedback mensuel avec son manager. Aujourd'hui, c'est que Mohamed ou moi, donc mon associé ou moi. Mais moi, tous les mois, je vais avoir un feedback avec les personnes qui sont de ma responsabilité. Et pareil pour Mohamed, ça c'est vraiment, on dit que c'est au minimum 1 mois, ça peut être plus, ça peut être toutes les 2 semaines par exemple. Mais ça, on a ça, on propose un template de c'est quoi, comment devrait être fait un feedback, mais on n'est pas obligé de suivre cette trame-là. Comment se passe l'onboarding chez Telwarden? Alors,
il y a un process. Et c'est assez... déjà, on a... Et ça a été un retour de tous les gens qui nous ont rejoints qui était extrêmement positif. Beaucoup, on n'est pas avec la personne. Et donc en fait, si la personne elle a un problème avec un outil X ou Y, en fait c'est compliqué. Donc du coup déjà, on utilise Notion, comme 99% des startups. Et en fait, on a un template qui est vraiment toutes les choses à faire quand la personne arrive. Mais c'est vraiment très granulaire. Et c'est vraiment avec une colonne à faire, en train d'être fait. Et c'est des choses que le manager va revoir avec la personne quotidiennement ou toute la semaine, pendant tous les premiers jours pendant l'onboarding. Et en fait, la personne a vraiment sa petite liste de choses à faire, installer les différents outils, se connecter, une présentation de tous les process, une présentation des pages qui sont importantes sur le Notion, comment on travaille. Vraiment, on a un truc petit manuel de quand j'arrive. Et c'est quelque chose que la personne peut faire vraiment tout seul. Et on a des vidéos. Moi, j'ai des vidéos où j'explique comment vont être donnés les stock options. Il y a vraiment plein de trucs pour que la personne, vraiment toute seule, elle puisse découvrir les choses les plus importantes. Ça, c'est très individuel. Après, se pose la question de comment on s'assure que la personne, elle soit intégrée dans l'équipe. Donc, comme je le mentionnais, et ça, je pense que c'est quelque chose de très important, le Ask Me Anything, qui est le podcast qu'on fait en interne et qu'on enregistre, qu'ensuite on va mettre sur Notion, pour que ensuite aussi la personne qui rejoint l'organisation, si elle a envie de voir le Ask Me Anything des autres personnes, elle peut le faire. Donc on a ça. Ensuite, on va mettre un point de une demi-heure entre la nouvelle personne et chaque personne de la société. Ça, c'est aussi hyper important parce que c'est important que la personne prenne une demi-heure de où est-ce qu'il vient, etc. Et ensuite, ce qu'on fait aussi, alors ça, c'est quelque chose qu'on vient de mettre récemment en place, qu'on a fait pour les 3 dernières personnes qui nous ont rejoints. On a, après 30 jours, un feedback entre la personne qui est arrivée et son manager de qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi les problèmes, est-ce que tu te sens partie de l'équipe, je te rappelle tes objectifs, je te rappelle ta mission, je te rappelle la mission d'entreprise. Et on fait ça à 30, 60 et 120 jours, je crois, le 120 jours étant la fin de la période d'essai. Et la dernière chose qu'on demande, c'est de faire un rapport d'étonnement après 30 jours, rapport d'étonnement qui est ensuite partagé pendant le demo time à l'organisation. D'accord. Et parce que c'est aussi, ça crée du lien, on dit, en fait, la personne qui arrive dit, j'ai été positivement surprise par ça et ça je trouve ça c'est bizarre, etc. Et ça crée un petit peu de lien. C'est toutes les choses, je pense. Oui, puis ça permet aussi de rentrer dans un processus d'amélioration continue aussi de votre parcours d'onboarding également. Et ça montre que la personne, elle fait déjà partie de l'équipe, en fait, parce qu'elle va déjà donner son avis sur des choses qui, parfois, en fait, c'est pas du tout son périmètre, parce que un développeur qui arrive, assez naturellement, n'importe qui, mais en fait, ils vont jamais se dire, les rituels et l'organisation de la société, c'est pas dans mon périmètre. En fait, là, on force un petit peu cette personne à dire, si, en fait, on attend ton retour dessus. On attend ton retour dessus. Et là, il est un petit peu forcé de le donner devant tout le monde. Donc ça crée un petit peu une dynamique aussi, je pense, de feedback assez fort. Comment vous assurez que vos nouvelles recrues fit avec le modèle full remote? Nous, pour s'assurer que la personne, il y a 2 choses qu'on va s'assurer. On va s'assurer que la personne puisse travailler efficacement dans un système full remote, mais aussi on va s'assurer que la personne soit heureuse dans un système full remote. Parce que si on a quelqu'un qui est malheureux parce qu'il n'a pas d'interaction sociale, parce que X ou Y, en fait, sur du long terme, c'est dommageable pour nous et pour cette personne. Donc, pour le premier point, ce qu'on va faire, c'est qu'on a beaucoup de questions pendant l'entretien. On va mesurer certaines choses qui sont indispensables quand on est dans un système full remote, qui va être la communication écrite, la communication orale, le fait de pouvoir recevoir du feedback sans avoir l'interaction humaine. Donc il y a plein de choses qu'on va mesurer, qui est est-ce que cette personne est capable de travailler efficacement dans un setup full remote. Et après, on va partager nos valeurs, parce que c'est lié à tout ça, et en fait, on va vraiment poser pas mal de questions sur la personne. Est-ce que vraiment tu es sûr de vouloir travailler dans un setup comme ça? Est-ce que tu vas être heureux? Il faut que tu te projettes, il faut que tu t'imagines que potentiellement tu vas voir tes collègues une fois par an. Et c'est tout. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça... Et en fait, on va vraiment forcer la personne à se dire, est-ce que c'est un système dans lequel je serai épanoui ou pas? Et parce que, de toute façon, un recrutement, c'est pas uniquement la société qui recrute la personne, c'est la société qui recrute la personne et la personne qui rejoint la société. Et on force la personne à vraiment se dire, est-ce que c'est vraiment une société que j'ai envie de rejoindre avec un système full remote? Et quelle est votre politique salariale? Et comment on a fait aujourd'hui? En gros, on connaît plus les prix de Paris. Donc en fait, on a pris pour un métier. On prend Paris comme la base en utilisant Glassdoor. Et voilà, par exemple, un product designer à Paris, c'est tant. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est le coût de la vie dans le pays ou la ville même. On essaie d'être à la communauté de la ville parce que si on est à Berlin ou à Hambourg, c'est pas le même niveau. Et donc on va multiplier par rapport au ratio coût de la vie en France à Paris versus coût de la vie dans l'autre ville. On va prendre l'écart qu'il y a en pourcentage et on va appliquer ce pourcentage au prix moyen, au salaire moyen en France. Okay. Ça nous donne un montant. Mais après, on va quand même regarder sur Glassdoor notamment. Mais je sais qu'il existe des meilleures solutions type Figures en France
C'est juste qu'aujourd'hui, on ne recrute pas assez de personnes pour vraiment mettre un process en interne, mais je sais que Figures fait un super bon travail sur ça. On va regarder aussi le salaire moyen pour ce métier dans la ville. Par exemple, je prends Hambourg. Hambourg, disons qu'on va recruter un senior développeur, et notre petit calcul qu'on fait, coût de la vie et coût en France, ça nous donne 55 000, et qu'on voit sur Glassdoor que en réalité, ça coûte 65 000 à Hambourg. On va prendre 65 000. En fait, on prend le maximum entre ces deux calculs. On va prendre le maximum, parce que le problème, c'est que parfois, il y a des effets qui fait qu'à Hambourg, en moyenne, les employés sont plus payés que dans d'autres villes. Et en fait, si on est hyper strict sur notre calcul, ça va nous empêcher parfois de recruter certaines personnes. Donc en fait, on vous adaptez aux salaires locaux. Mais honnêtement, c'est pas aujourd'hui parfait. On reste une petite équipe. Recruter des gens, c'est pas toujours très facile. Et donc parfois, on va mettre un petit peu de... On n'est pas comme une grande société qui recrute 100 personnes, et donc par an, comme ils recrutent 100 personnes par an, c'est plus important pour eux d'avoir une rigueur et une transparence hyper forte sur la grille de salaire, comment ça fonctionne, parce qu'en fait, ils peuvent pas se permettre de la flexibilité sur 100 personnes. Et ils sont obligés d'avoir une grille de salaire, c'est comme ça. Nous, on a une grille de salaire qui est construite comme ça, mais qui n'est pas vraiment avec une grille de salaire. Et on fait un petit peu au cas par cas, quoi. On essaye de jamais trop s'éloigner de ce calcul, mais on fait aussi un peu au cas par cas encore. Et en termes d'organisation, les gens travaillent chez eux, ou ils ont l'opportunité également de travailler dans d'autres espaces? Les deux. En fait, principalement aujourd'hui, les gens travaillent de chez eux, mais on offre la possibilité, s'ils le souhaitent, de pouvoir travailler dans un espace de coworking. Et en fait, aujourd'hui, on est 4 en France, 3 en région parisienne, 1 à Tours, 3 en Allemagne, 2 à Berlin, 1 personne à Hambourg, et 2 personnes au Portugal, 1 à Coimbra et 1 au Portugal. 1 à Lisbonne, pardon. Et en fait, on a proposé, et après, pendant ce temps, ils l'ont pas encore... Si, ils ont essayé de le faire une fois, mais en fait, la personne à Lisbonne ou à Coimbra était malade. Et on propose, par exemple, à ceux qui sont en Allemagne, parce que Hambourg et Berlin, c'est pas très loin, et Coimbra et Lisbonne, c'est pas très loin, on leur dit, si vous voulez réserver un espace de coworking pour la journée ou pour 2 jours pour que vous travaillez ensemble, c'est payé par la société, il n'y a aucun souci. Et donc, ils ont la possibilité de pouvoir prendre des espaces de coworking. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a une seule personne qui le fait régulièrement, qui est une personne à Berlin, parce qu'elle n'a pas envie de travailler de chez elle. Ok. Et comment vous vous assurez que l'environnement de travail, du coup, de vos collaborateurs soit optimal en termes de confort, de sécurité, d'ergonomie? Alors pourquoi on utilise Auphi? Ça nous permet d'envoyer hyper facilement un ordinateur et des équipements type bureau, chaise, souris, depuis une interface. Et en fait, ce qu'on fait, 2 semaines avant que la personne arrive, ce qui est légalement pas bien parce qu'on demande quelque chose avant que la personne arrive, mais c'est vraiment une demi-heure. En gros, on lui donne un accès à Auphi. Cette personne, elle a le choix entre différents ordinateurs. C'est nous qui choisissons les ordinateurs que la personne peut prendre. Elle peut choisir son ordinateur et elle a des crédits pour s'équiper. Et elle peut choisir de prendre une chaise, un bureau et un trackpad, ou juste une chaise. Et en fait, elle a un nombre de crédits, elle peut prendre, et c'est toute la livraison, la gestion, tout ça, c'est pas nous, c'est Auphi qui le fait. C'est pour ça que c'est un peu cher. C'est en gros, en plus de faire la livraison, le système de pouvoir commander, ils font aussi la maintenance. Et si, par exemple, récemment, quelqu'un a eu un problème avec son ordinateur, nous, on a réussi à faire, il a vu ça avec Auphi, il a rendu l'ordinateur, il a eu un ordinateur de remplacement, et ça a pris genre 2 jours, quoi. Ok. D'accord. Et du coup, je comprends bien sur l'environnement de travail et la possibilité pour les salariés d'avoir un service, on va dire, clé en main pour tout ce qui est mobilier, équipement informatique. Et sur l'aspect sécurité et notamment gestion du temps de travail. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? La réalité, c'est que, et ça va avec la confiance, en fait, c'est les gens, et c'est aussi, en fait, l'avantage du remote, la flexibilité, c'est aussi que, en fait, nous, on attend à la semaine, c'est à peu près notre rythme, on attend à la semaine certains outputs de nos employés. Comment ils gèrent leur temps? C'est eux. Ils sont en autonomie. Ils sont en autonomie, on va pas du tout. Et par exemple, quelqu'un avec qui je travaille beaucoup en France, lui, il aime bien, il fait vraiment beaucoup de sport. Et en fait, son pic de productivité, c'est à 7h du matin ou 8h du matin. Alors, en fait, il va travailler de 7h à midi. Grâce à ça, il va faire une pause déj de 3 heures où il va courir 20 km et il va retravailler l'après-midi 3-4 heures. Et on mesure pas le temps qu'il fait, on mesure pas. Et on est une start-up, la réalité c'est qu'en fait, une des contraintes qu'on a, c'est que parfois les gens ils ont tendance à trop se cramer, à trop travailler. Donc ça, pourquoi on fait attention qu'ils ne travaillent pas le week-end,
qui travaillent pas trop tard le soir, mais c'est la seule chose qu'on... Ok, donc les jours de travail sont quand même fixes, néanmoins les horaires sont flexibles et gérés en totale autonomie par les collaborateurs. Exactement. Après, on a quand même pas mal de réunions, donc en fait, il y a quand même une contrainte. Par exemple, on a tous les jours donc 15 minutes tous ensemble, c'est à 10 heures, tout le monde doit être là. On peut avoir des exceptions, on peut avoir une réunion, on peut avoir autre chose. On peut ne pas être là, mais la norme c'est d'être là. Et donc il y a quand même quelques points ensemble quotidiens ou hebdomadaires où on est obligé d'être là et que ça met un peu à rythme. Mais après, oui, les gens travaillent un petit peu avec le rythme qu'ils veulent. D'accord. Comment aujourd'hui vous vous assurez que du bien-être en fait des collaborateurs? Alors déjà, on travaille avec TIL, qui est une plateforme de santé mentale. Je ne sais pas exactement comment ils l'ont formulé, mais c'est quelque chose comme ça, qui est en fait un accès à une plateforme où il y a des quiz, il y a on peut répondre à un quiz toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour savoir notre santé mentale, est-ce que ça va, qu'est-ce qui ne va pas. Il y a beaucoup de contenu et il y a un accès, si on veut aller voir un psychologue, un coach, et je crois qu'on a 3 séances payées par la société pour chaque personne, donc on a ça qui est mis en place. Honnêtement, c'est peu utilisé aujourd'hui et pas du tout à cause de Team, mais je pense parce qu'en fait aujourd'hui, je pense que les gens en interne ils sont très contents d'avoir cette option, savoir qu'elle existe, ça les rassure. Mais je pense qu'aujourd'hui personne n'en a, c'est vraiment dit j'en ai besoin alors je vais le faire. Oui. Mais je pense que c'est quand même quelque chose de très sain d'avoir dans une entreprise parce que les gens ils se disent que si besoin ils peuvent le faire. Mais après on a beaucoup de feedback, de communication entre les gens et aujourd'hui quand quelqu'un va pas bien ou quand il y a un souci. Et on a plein d'exemples aujourd'hui déjà de process qui n'allaient pas, de frustrations assez typiques entre design et product ou design et tech. On a plein de petites frustrations, mais pour l'instant, les gens l'ont toujours remonté. Et donc, on n'a pas eu besoin, nous, proactivement, de dire « Ah, cette personne, elle est un petit peu frustrée, il faut qu'on travaille sur le point ». En fait, les gens, naturellement, ils sont venus vers nous, ils nous ont dit, et récemment, j'ai un exemple de quelqu'un qui dit « J'ai trop de travail, c'est pas normal, je trouve que le process, il n'est pas structuré ». Ça, en fait, on s'est assuré que ça aille mieux. Après, on est une start-up, donc en fait, on peut pas non plus tout faire, tout bien faire. Et donc, il y a un moment où on peut aussi responsabiliser les gens en leur disant écoute, c'est trop tôt, c'est comme ça pour les 6 prochains mois, c'est comme ça. Mais il y a déjà l'espace de discussion, donc en fait, cette frustration, elle disparaît assez naturellement. Cette culture du feedback et cette acculturation des collaborateurs, notamment à cette culture du feedback, qui permet en fait de détecter les signaux faibles sans forcément passer par des programmes ou autres. Il y a plein de choses qu'on met en place qui en été aujourd'hui ne sont pas utilisées. Par exemple, donc Paula, qui est Talented People Lead au sein de Telwarden, récemment, elle a mis en place le mercredi matin, je crois de 10h à midi, des office hours, où en fait elle dit n'importe qui, comme si en fait il y avait un bureau RH dans une entreprise qui est ouvert et les gens, s'il y a un souci, ils peuvent venir. Après, peut-être qu'elle ne me l'a pas dit, je pense qu'aujourd'hui, ça fait 1 mois qu'elle a mis ça en place, je pense que personne n'est venu à ce point. Mais juste l'existence de ce point-là crée une atmosphère où les gens en réalité se sentent à l'aise de partager des choses. Et peut-être qu'ils ne vont pas le faire en office hours, peut-être qu'ils vont le faire dans un feedback avec leur manager, ou peut-être qu'ils vont le faire... Mais en fait, on essaye au maximum de créer vachement de transparence et de feedback. Et en fait, aujourd'hui, naturellement, les gens en parlent en tout cas. Et est-ce que tu peux me parler de tes plus gros challenges avec le remote? Honnêtement, sur les remotes aujourd'hui, pour moi, il y a un seul challenge, c'est un peu l'esprit d'équipe. On n'est pas encore confronté à ce problème parce qu'on n'est que 9, mais je sais que c'est quelque chose qui va arriver. Aujourd'hui, on se parle tous les jours. Donc on a quand même cet esprit d'équipe, et ça c'est même quelque chose qui a été mentionné à chaque fois que les gens nous ont rejoints. Après 1 mois, ils se disent j'ai l'impression de faire partie d'une équipe alors que je ne vois pas les gens. Donc je pense que là-dessus aujourd'hui on est bon, mais je sais que ça va être compliqué. Et du coup, moi mais aussi parce que j'aime bien, mais de manière hyper proactive, je vais pousser vachement de temps fun ensemble. Là, j'organise une petite compétition sur un jeu sur Around, qui est la plateforme qu'on utilise pour toutes nos visioconférences. Il y a des jeux qui sont intégrés. J'ai organisé une petite compétition pour qu'en fait les gens ils aient vachement de moments fun ensemble. En fait, on peut pas forcer le fun. Enfin, un truc, on peut pas faire une réunion et dire ah maintenant vous vous amusez. Mais c'est hyper important dans une boîte d'avoir ces moments-là. Aujourd'hui, c'est un petit peu un challenge, même si on arrive quand même à faire des choses. Je pense que sur du long terme, je pense que l'esprit d'équipe, les moments fun ensemble, et en fait tout ça, ça après retranscrit les valeurs, la culture, tout ça. Je pense que ça va vraiment de complexité. Mais aujourd'hui, on est trop petit pour réellement avoir des challenges sur le remote. Après, il y a le sujet international. Qui est là, plein de complexité. Les stock options, parce qu'on utilise donc une société de portage pour pouvoir recruter à l'étranger, donc en Allemagne et au Portugal pour nous. Donner des stock options, c'est très compliqué. Donc ça a vraiment été un challenge, ça m'a pris 3 mois l'année dernière pour trouver une solution.
Et quelle solution t'as trouvé? En fait, c'est une solution qu'aujourd'hui, j'en ai parlé à pas mal d'autres fondateurs, c'est la norme. En réalité, il n'y a pas de relation légale, il n'y a pas de relation entre nos employés à l'étranger et nous, parce que techniquement, ils sont embauchés par la société de portage et la société de portage nous facture, mais il n'y a pas du coup de relation directe. Du coup, on ne peut pas leur donner des stock options parce que ce serait comme si ma société donnait de l'argent à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Mais il y a plein d'autres sujets sur ça. Par exemple, donc Gymlib en France qui permet aux employés en France de payer, je crois que c'est au maximum, ils doivent payer au minimum la moitié. Ça peut être plus, mais je ne crois pas que ça peut être moins. Mais que la société aide les employés à avoir accès à des sports. Nous maintenant, ces complexités, c'est la France, l'Allemagne et le Portugal. Il faut qu'on trouve un système qui aille pour les trois, sachant que techniquement, en Allemagne et au Portugal, ce ne sont pas nos employés. Et donc, si la société qu'on utilise pour la société de portage ne permet pas de faire ça, en fait, on ne peut pas. Et vu qu'on veut quelque chose qui soit relativement uniforme entre les pays, il y a plein de complexités. Il y a 3 types de droits différents, 3 contraintes différentes. Il y a l'URSSAF allemand, il y a l'URSSAF portugais. En fait, pour le coup, il y a vraiment beaucoup plus de complexité. Et il y a plein de challenges, mais ça va être sur les sujets admin en réalité. Et comment tu as fait pour régler du coup toutes ces problématiques? On a assez rapidement recruté Paula, qui est une Talent and People Lead, pour qu'elle prenne ces sujets-là et que ce ne soit plus ma charge mentale. Et que ce soit quelqu'un qui a de l'expérience pour pouvoir le faire. Et après, on a donc pour la France, on a un cabinet d'avocats. Et en fait, notre comptable a aussi un cabinet de droit social, je ne sais pas exactement, même pas comment ils appellent ça, mais on a aussi des experts sur ces sujets-là au sein de notre cabinet comptable qui, par exemple, va faire la paye, qui va regarder, qui va nous répondre à nos questions pour la France, Gimlib, etc. Et pour les personnes au Portugal et en Allemagne, pour le coup, on s'appuie vachement sur Omnipresent, qui est la société de portage qu'on utilise, que je trouve excellent, qui ont un customer support qui est vraiment trop bien. Et du coup, on s'appuie vachement sur eux et on est vachement en communication avec eux pour mettre en place les choses. Mais à la fin, en réalité, de manière assez triste, on n'a pas mis tant de choses. Les stock options, ça on l'a mis en place, ça a été compliqué. Mais après, aujourd'hui, on n'a pas de Gymlib, on n'a pas de choses comme ça. La seule chose qu'on donne, c'est une allowance pour l'électricité, ce genre de choses. Ça, c'est assez simple. De quel montant? Ça dépend les pays, ça dépend les personnes. Et en fait aussi, on a donné de la flexibilité aux gens s'ils préféraient d'avoir plutôt des crédits supplémentaires sur OFI. En gros, on leur disait, est-ce que tu préfères qu'on paye plus d'équipement ou est-ce que tu préfères qu'on paye tous les mois plus pour l'électricité et Internet? Donc c'est un petit peu, ça dépend. On a mis ce genre de choses en place, mais on n'a pas mis toutes les choses qu'on aimerait mettre en place, notamment par exemple ticket restaurant et abonnement à la salle de sport. C'est des choses qui vont arriver dans les mois ou les années à venir. Et quels sont les bénéfices que tu peux observer avec ce modèle full remote, autant pour l'organisation que pour les salariés? Pour moi, il y a même un autre avantage qui est au niveau de la société, au niveau de toutes les sociétés. Parce qu'en fait, on ne va jamais poser la question à quelqu'un, c'est quoi ta vision du travail en présentiel? C'est quoi ta vision? Et ce qui s'est passé avec le Covid, en fait, ça a un peu redistribué les cartes, où les gens, ils ont été obligés de repenser la manière de travailler au sein d'une organisation. Ça, déjà, pour moi, c'est un bénéfice du full remote, c'est que maintenant, les organisations sont dans une position où elles sont obligées de se poser la question, comment faire en sorte que mes collaborateurs soient épanouis et que la société fonctionne. Et ça, déjà, c'est un énorme succès. Et il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas la meilleure réponse, c'est d'être en hybride, ou la meilleure réponse, c'est... En fait, ça dépend de l'organisation, ça dépend des métiers, ça dépend des personnes qui ont été recrutées, ça dépend de plein de choses. Et je trouve que déjà, le fait qu'on se pose la question maintenant, ça déjà, c'est un gain hyper fort pour tout le monde. Après, si j'applique ça au sein de Telwarden, alors les bénéfices pour les collaborateurs est extrêmement lié avec les bénéfices pour l'organisation. C'est déjà les gens peuvent s'adapter à leurs contraintes et à leur pic de productivité. Alors les contraintes, par exemple, pour les parents, c'est quand même assez pratique de se dire que si jamais il y a un problème avec la crèche, ils vont travailler peut-être un peu moins aujourd'hui, ils rattraperaient ça demain, et en fait ils gèrent leur temps de travail. C'est top. Pareil pour le pic de productivité. Moi, par exemple, je suis pas très productif le matin, je suis beaucoup plus productif à partir de 18h, ce qui est un peu triste pour ma vie sociale, mais en réalité, je suis productif de 18h à 21h.
Et ben en fait, je vais travailler de 18h à 21h les jours où j'ai rien le soir, plutôt que de faire semblant d'être en bureau et de travailler pas efficacement. Donc, je pense que et ça c'est un gain pour moi parce que en fait je suis plus épanoui parce que quand je travaille j'ai l'impression d'être plus efficace, et c'est aussi un gain pour l'organisation parce que quand je travaille je suis plus efficace et je vais pas faire un 9h-18h où j'ai 4 heures où je suis pas efficace. Là, je vais faire des horaires un peu différentes mais je serai tout le temps efficace. Donc il y a un gain hyper fort pour moi et pour l'organisation. Et une dernière question pour notre communauté. Quel conseil donnerais-tu à une entreprise qui souhaiterait demain transiter vers un modèle full remote? Si je devais en dire un seul, demander à ses collaborateurs. À la fin, un modèle remote, je pense que ça ne peut réussir uniquement si en fait, les collaborateurs expliquent ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. Et si demain l'organisation arrive et se dit hop, on passe en hybride ou en full remote et on vous a rien demandé, et forcément en termes de perception, moi je suis un collaborateur, je suis en mode ok, demandez-moi déjà. Enfin, c'est quoi la pratique? Évidemment, parce que en fait, ça s'applique à peu près toutes les décisions d'organisation, hein, mais vraiment, je pense que si on veut que ça ce soit un succès, je pense que c'est extrêmement important dès le début d'impliquer énormément les collaborateurs et de définir de manière collective un process qui fonctionne pour tout le monde. Et il n'y a pas un process parfait, il n'y a jamais une solution parfaite, mais si au moins les gens ils ont un espace pour partager ce qu'ils pensent, bah là ça fonctionnera pour moi.